Libreville inondée ce matin suite à cette pluie qui s'est abattue depuis dans la nuit. Résultat, des gros dégâts matériels enregistrés ici et là à travers la capitale. Et puis, à quand la réouverture des campus universitaires dans les universités publiques du Gabon? Jean de Dieu Moukani Iwangou, le ministre de l'Enseignement supérieur, a répondu à cette problématique dans une conférence de presse donnée récemment. Session criminelle, enfin, Issa Kayoda, condamné à la perpétuité suite à l'assassinat en 2015 de sa compagne. Retour sur les faits dans ce journal avec Stevie Almezui et Gérard Magnagna. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Libreville sous les eaux, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale depuis hier nuit et ce jusqu'à cet après-midi a fait d'énormes dégâts, causant ainsi un désarroi au sein de la population, notamment la plus exposée, celle habitant les zones abritant les bassins versants. Le constat fait ce matin avec Eric Nzengi Badinga et Eddie Yakonda. Libreville est passé sous les fourches codines des éléments déchaînés ce samedi consacré à la journée citoyenne. Un véritable déluge qui a occasionné des dégâts. Il fallait transcender la peur d'une poule mouillée pour se jeter à l'eau au sens propre de l'expression afin de traverser la rue ou s'accrocher à quelque chose. De l'Agabo puis de Dzengayong, en passant par Iyaï, Petit Dubaï et le Carrefour Sini, c'était les cantons. Depuis 10 heures pile, on arrive là, je suis chauffeur, je suis clandomane. On a l'impossibilité de traverser et d'évacuer les populations. Oui, là nous sommes au marché Momboued, précisément la bicycle. Vous voyez l'inondation, voilà la bicycle, il n'y a pas moyen. Tout est bloqué, voilà l'intérieur de la bicycle. Oh, ça c'est pas fait ça. Petit Dubaï inondé. Regardez Iyaï, regardez. C'est compliqué, hein? Ne venez pas par ici. Pour ceux qui ont les petites voitures, là c'est Iyaï. Regardez, l'eau arrive jusqu'au capot du Prado. Le mois de mars est propice aux grandes précipitations. Sans jouer au Cassandre, des pluies torrentielles sont attendues. L'aménagement des bassins versants n'a pas servi de rempart. C'est une pluie torrentielle qui fera encore dormir certains citoyens les pieds dans l'eau, avec en prime le nettoyage des détritus et l'évacuation des eaux qu'il faudra faire, ironie du sort, en cette journée citoyenne. Et la pluie qui n'a pas empêché la tenue d'un conseil présidentiel cet après-midi à la présidence de la République. Les travaux dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ont porté sur la stratégie de prévention contre le coronavirus sur le territoire national. Bienvenue Minko, Amomopindi, presse présidentielle. Face à la menace du coronavirus, le président de la République joue la carte de la prévention. Avec la propagation de l'épidémie à travers le monde, le président Ali Bongo Ondimba a donc décidé d'élever le niveau de surveillance en République gabonaise. Si aucun cas n'a été enregistré sur le territoire national à ce jour, le tour de table de ce samedi intègre bien la stratégie de renforcement des mesures de vigilance sanitaire à nos frontières en conformité avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En première ligne, sur le front du dispositif national de riposte contre le Covid-19, le numéro 1 du Gabon tient donc à parer à toute éventualité pour la protection des populations. À l'échelle mondiale, 100 000 cas sont connus ou avérés depuis le début de l'épidémie. 9 États du continent sont touchés par cette pandémie qui a déjà fait plus de 3 450 victimes à travers le monde. Et la question préoccupe plus d'un. Tenez, à Koulamoutou, capitale provinciale de l'Ogwelolo, le personnel soignant vient de bénéficier d'un séminaire de formation sur la prévention contre le coronavirus. On fait le point avec nos correspondants Constant Odomba et Dieudonné Rongo. Tout a commencé par des présentations sur le Covid-19, exposés qui ont tourné autour des objectifs de la surveillance, de la définition des cas d'infection, de la définition du contact, du suivi des contacts de cas suspects et confirmés. Cette rencontre de renforcement des capacités de la riposte a été rendue possible grâce aux plus hautes autorités nationales. Je voudrais enfin saluer l'initiative gouvernementale, c'est-à-dire celle du ministre en charge de la Santé,
et celle du ministre de la Défense via le service général de santé militaire qui ont pris l'initiative de mettre en place ce plan de riposte à une éventuelle épidémie de coronavirus dans notre pays. Pour se mobiliser face à cette maladie, la mise en place de la coordination provinciale, mais surtout celle d'une équipe d'intervention, s'imposait et la satisfaction ne pouvait qu'être de mise. Il faut dire que dans la province de Lolo, nous avons vu que Madame le gouverneur s'est très impliquée, était vraiment impliquée et que les autorités sanitaires aussi se sont impliquées. Vous avez vu aujourd'hui les autorités locales étaient bien représentées, les maires, les préfets, le directeur de l'hôpital, les médecins-chefs qui ont effectué le déplacement du département pour venir prendre part à cette rencontre. Et ça veut dire que vraiment cette rencontre a suscité beaucoup d'intérêt. À présent, place à la vigilance afin que ce virus planétaire n'atteigne pas les frontières nationales. C'était donc une formation élargie aux responsables administratifs de la province de Logololo. Et pendant ce temps, à Franceville, on parle de la caravane médicale ophtalmologique initiée par l'ONG saoudienne Al-Bazar, qui a connu son épilogue. Une mission riche en enseignements, me font dire Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï. Le séjour d'une semaine à Franceville des praticiens saoudiens à l'initiative du Conseil supérieur des affaires islamiques pour résoudre un tant soit peu des questions ophtalmologiques valait la chandelle, mission véritablement accomplie. Nous avons eu plus de 3500 consultations et 230 interventions chirurgicales de la cataracte. Il y a eu aussi plus de 800 lunettes qui ont été distribuées gratuitement, des prêts à lire. Et pour toutes les personnes qui ont été opérées, il y a eu 230 lunettes, donc des lunettes de soleil. Sur toutes les lèvres, la satisfaction, mais surtout le souhait d'une seconde organisation du genre. J'ai fait 8 à 10 ans dans la maison. 4 ans après, je ne voyais plus. Dimanche 23, je suis venu essayer de voir si on peut faire quelque chose pour moi. Le 7 dimanche, on m'a opéré et je vois. Oui, je vois. Une caméra et un micro devant moi. Vous avez un casque. Après Franceville, l'équipe ophtalmologique de l'ONG saoudienne Al-Bazar, qui signifie la vue, composée de 9 techniciens supérieurs et 6 médecins soudanais, a mis le cap sur Brazzaville, en République du Congo. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain, dimanche 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Thème choisi à l'échelle nationale, égalité des sexes, inclusion financière pour parvenir à l'autonomisation des femmes d'ici 2030. À cet effet, je vous propose de suivre l'extrait de l'allocution irrélative du ministre de l'intégration de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, Priska Koholand. Mesdames et messieurs, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 8 mars de chaque année la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée, initiée en 1974 par l'Organisation des Nations Unies, rappelle au monde entier la date du 8 mars 1857, date à laquelle les femmes aux États-Unis d'Amérique avaient eu le courage de protester contre les conditions de vie inhumaines dont elles étaient victimes, revendiquant ainsi, en tant que citoyennes, le droit à une pleine participation à l'essor de leur pays. Mesdames et messieurs, le thème international retenu pour l'édition 2020 est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Thème qui, fort heureusement, est en phase avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle d'ONU Femmes dénommée Génération Égalité. Il revient à chaque État membre de choisir librement un sous-thème national. Celui retenu dans le cadre de la dite journée est Égalité des sexes, inclusion financière pour parvenir à l'autonomisation des femmes d'ici 2030. L'autonomie tant souhaitée, bien évidemment, est celle qui devra ouvrir la voie à une réelle intégration des femmes au développement.
Vous suivrez l'intégralité de cette allocution au cours de nos programmes. Et en prélude à l'événement, la représentation des Nations Unies a en ce jour, en présence du Premier ministre et l'ensemble des présidents des institutions constitutionnelles, organisé une cérémonie solennelle. L'occasion a été une invite à la femme gabonaise à intégrer le réseau africain des femmes leaders. On en parle avec Dimitri Abonner et Arnaud Mengue. D'un pas alerte, le Premier ministre arrive à l'Institut français. Dans une salle remplie des membres du gouvernement et une assistance à majorité féminine, Julien Kogue-Bekale, qui accompagne les présidents des institutions constitutionnelles, prend part à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons quelques changements positifs à célébrer. Par exemple, le taux de mortalité maternelle a diminué de 38% depuis 2000. 131 pays ont procédé à des réformes juridiques pour soutenir l'égalité genre et lutter contre la discrimination. Cette année, les femmes engagées dans la défense des droits de la jeune féminine intègrent le réseau des femmes leaders africaines. Je puis vous assurer, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que le gouvernement de la République, conduit par son chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort pour accompagner ce chapitre national du réseau des femmes leaders africaines. Des témoignages en vidéo ont ponctué la cérémonie officielle avant la déclaration solennelle d'engagement des femmes. Et nous nous engageons à créer le chapitre Aoline Gabon, conscient de ce que le 10 chapitre sera une opportunité de fédérer davantage les femmes leaders gabonaises et leur organisation d'une part, et d'apprendre des expériences et des bonnes pratiques des autres leaders féminines africaines d'autre part. Signe d'approbation des pères fondateurs du Gabon, l'événement a pris fin sous une pluie battante. Et entre-temps, l'ONG ACA Gabon, en campagne de sensibilisation et d'identification des enfants apatrides dans la province de l'Estuaire depuis plus d'un mois. Le président vient d'ailleurs d'effectuer le tour des différents sites pour évaluer le travail qui se fait sur place. L'ont accompagné Charles Bamondo et Midarengeng. Avec détermination et conviction, l'ONG ACAD poursuit inlassablement sa campagne de sensibilisation et d'identification des enfants apatrides à travers les mairies d'arrondissement de Libreville, Akanda, Bikele et de Ntoum. En visitant les différents sites, le président a pu constater le travail de collaboration qui se fait sur place entre ses équipes et les autorités municipales. L'opération a démarré il y a de cela, je crois, 2 mois et demi, si je ne me trompe. L'opération se passe très bien. Les jeunes stagiaires qui sont là pour l'ONG ACAD font leur boulot et la sensibilisation se fait très bien. Il n'est pas exclu qu'on s'occupe aussi des enfants qui vivent avec un handicap, des enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc nous, on essaye un peu de s'intéresser à ces cas-là. La problématique est assez préoccupante pour les enfants inscrits en classe d'examen dépourvus de toute pièce d'identité, d'où cet appel lancé en direction des parents et des élèves concernés. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les parents qui vivent encore dans leur maison avec des enfants non scolarisés, les enfants vivant avec un handicap ou les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas vaccinés. Car le gouvernement a mis les dispositions pour venir à bout de leur vulnérabilité, donc de leurs difficultés. Ce dispositif qui se déploie très bien dans la province de l'Estuaire est appelé à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Jean de Dieu Moukani Uwangu était face à la presse nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est exprimé sur les questions relatives au fonctionnement de l'université Omar Bongo. Le point avec Cabrel Guignalemami et Hervé Diguet. Redorer l'image de l'université Omar Bongo, c'est l'ambition recherchée par le secrétariat général installé le 22 novembre 2019 à travers la présentation de ce document de pilotage. Il s'est agi donc pour les membres du secrétariat de présenter le diagnostic de l'ensemble des entités administratives de l'UOB, les dysfonctionnements, les préconisations et axes de déploiement. L'état des lieux est lourd et montre effectivement une université sinistrée. Nous, les acteurs, nous avons effectivement la responsabilité de rehausser l'image
et la perception que l'on pourrait avoir d'abord de l'UOB, ensuite de tous ces acteurs, notamment les diplômés de l'UOB qui sont appelés justement à affronter le marché du travail. Des grands axes figurent dans ce document de pilotage, à l'exemple de l'amélioration de l'image de l'UOB, le renforcement de la cohésion, la mise en place d'un dialogue social et la valorisation et motivation du personnel. L'UOB, aujourd'hui, a les ressources nécessaires pour financer des préconisations qui sont présentées ici, du moins pour celles qui vont générer des coûts. Autant de propositions qui cadrent avec la vision du gouvernement représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur. L'UOB a un rôle de leader. Il faut que l'UOB l'assume pleinement. Et à ce titre, je suis heureux de cet échange. Oui, je crois qu'on a besoin d'échanger entre nous pour parvenir à la norme qui est la bonne pour nous. Par ailleurs, le secrétariat général entend valoriser les cartes d'étudiants et professionnels de base. Sur le plan infrastructurel, il ambitionne faire de l'université Omar Bongo une université virtuelle. La problématique de la réouverture des résidences universitaires des universités publiques gabonaises est également à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Où est-ce que ça coince? Qu'envisage faire le gouvernement? La réponse avec Cabrel Guinlémami et Hervé Ndigué. L'université Omar Bongo, au même titre que l'université des sciences de la santé et l'université des sciences et techniques de Massoukou, en veut leur campus universitaire être fermé. Cela s'expliquerait par le nombre d'étudiants enregistrés dans ces structures et la capacité d'accueil des résidences universitaires. L'UOB, par exemple, qui compte 35 000 étudiants, disposerait de 1200 lits. L'université des sciences de la santé, 5 000 étudiants pour 400 lits et l'USTM environ 5 000 étudiants pour 1000 lits. Ce déficit a donc amené les différents recteurs à fermer les dites résidences universitaires. Cependant, le gouvernement et le Centre national des œuvres universitaires s'attellent à résoudre ce problème. Nous sommes en train de réfléchir avec la nouvelle direction du Centre national des œuvres universitaires pour voir s'il n'est pas nécessaire de revenir aux affectations initiales, aux destinations initiales, c'est-à-dire la vie des étudiants, qui le réintègrent, parce que par ailleurs, au titre de l'investissement, nous pensons aux résidences, un cadre de résidence qui serait établi sur la périphérie de Libreville. Parmi les solutions, il y a celle d'établir des partenariats pour loger une population bien définie d'étudiants. Sur les sites, on verrait comment ne pas les réserver pour ceux qui sont en master, parce que là on a des populations cibles autrement plus réduites et qui peuvent valablement trouver réponse dans le cadre actuel. Des propositions qui arrivent donc à point nommé au moment où de nombreux étudiants issus de familles à faible revenu et en provenance de l'intérieur du pays ont du mal à poursuivre leurs études supérieures. Et de leur côté, les partenaires sociaux du secteur santé ont été reçus par le chef de leur département, Dr Max Limoukou. Ensemble, il fallait trouver un consensus quant aux problèmes qui plombent ce secteur. Betty Nzembe et Cédric Nzendo nous en disent davantage. Le non-paiement de la prime d'incitation à la performance de 2015 dans le secteur santé continue d'alimenter les débats. Une situation qui a occasionné une grève dans certains hôpitaux, d'où cette rencontre tripartite entre le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, le ministre de la Santé et les partenaires sociaux, qui n'a malheureusement pas produit les résultats escomptés. Cet après-midi, on pensait que le secrétaire général venait nous dire, nous donner des délais et puis permettre à ce que les gens communiquent avec leur base. Mais finalement, on vient nous poser un problème de liste dans lesquels ils nous disent qu'il y a 4000 agents qui n'ont pas d'identifiant et pour lesquels ils ont du mal à éditer des bons de caisse. Et s'il y avait des faux ou des fictifs, les bons de caisse ne sortiront jamais des caisses de l'État. Cette question financière qui empêche le bon déroulement des activités dans quelques structures sanitaires publiques devrait trouver une solution dans l'immédiat au risque de paralyser le secteur totalement. Dans notre réunion du bureau, nous avons acté l'idée que rien n'avait bougé. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, nous avons déposé un préavis de grève demandant au gouvernement de régler au plus vite la question, faute de quoi les médecins également rentreront en grève. L'urgence, c'est de prendre en charge les populations qui aujourd'hui se retrouvent dans les perturbations des questions de la santé. Entendu que les services de la santé sont fortement perturbés par la grève. C'était dans le but d'encourager le fonctionnaire gabonais que le président de la République avait mis en place la PIP dans toutes les administrations publiques en 2014.
Venons-en à ce point de presse donné par le CILTEG, le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Une occasion qui a permis de revenir sur les prérogatives du ministère des Transports et de la mairie centrale de Libreville quant au secteur des transports terrestres. Janice Ondongema, Cédric Ndendon nous font le point. Au sujet d'un hypothétique conflit de compétences sur la gestion des sites du domaine communal qui opposerait le ministère des Transports et la mairie de Libreville, les textes disent: la lecture de l'ensemble de ces textes qui fondent l'activité de transport en République gabonaise fait une démarcation claire et nette, notamment l'article 2 de la 371, entre les activités de transport et l'espace dans lequel se déroulent ces activités. Mais comme votre activité, vous l'exercez sur un espace communal, il vous faut l'autorisation de la localité concernée pour que vous puissiez exercer votre activité de transport qui, au préalable, a déjà été reconnue par le ministère, mais que vous puissiez exercer maintenant cette activité dans un espace communal où il vous faut l'autorisation de la commune. Point de confusion sur l'arbitrage du gouvernement. Le gouvernement a déjà fait un arbitrage au cours d'une réunion en 2004 qui avait réuni d'une part le ministère des Transports et d'autre part la mairie de Libreville. Nous avons là le procès verbal de la réunion entre le ministère des Transports et la mairie de Libreville qui a déjà réglé cette question. La régulation de toute activité de chargement et de débarquement dans le domaine communal est du seul ressort des autorités municipales. Il n'y a donc pas de conflit de compétences entre le ministère des Transports et la mairie de Libreville. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les allocations de rentrée scolaire. Pour ce démarrage, les directeurs centraux des ressources humaines chargés de relayer les informations y relatives auprès des agents de la fonction publique ont été largement entretenus sur la question. On en parle avec Andy Tunguy et Gérard. La Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État lance officiellement sa campagne de sensibilisation sur l'allocation de rentrée scolaire, ARS. Et pour faire passer le message, la Caisse est appuyée sur les directeurs centraux des ressources humaines. Le plus important que nous avons aujourd'hui, c'est que la campagne est lancée pour compter de ce jour, donc le 4 mars, et pour une fin au plus tard le 30 juin. Donc notre rôle en tant que responsable des ressources humaines, c'est de sensibiliser nos directions générales, donc nos agents, nos personnels, afin qu'ils se rapprochent de nous pour entrer en possession des certificats, des formulaires du moins, qui sont également disponibles déjà sur le site internet. Les deadlines paraissent toujours un peu justes quant à la mise à disposition des certificats et le retour attendu. Mais nous ferons de notre mieux pour respecter les délais. Les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire sont les enfants des agents de l'État scolarisés avec un âge bien réglementé. Cette allocation de rentrée scolaire est servie, n'est-ce pas, aux enfants des agents entre 3 ans et moins de 16 ans. Bon, les leçons que nous avons tirées, c'est le manque d'information de nos assurés. Et sur ce point de manque d'information de nos assurés, la direction générale nous a instruit d'augmenter la sensibilisation, n'est-ce pas, non seulement avec nos partenaires, mais aussi avec nos assurés. La campagne de sensibilisation sur les allocations de rentrée scolaire atteindra les chefs de province à travers la direction de l'entité sous-citée. Emery Mbina, porté à la tête du bureau de la Chambre nationale du bâtiment, des travaux publics et des métiers, c'était à l'occasion de l'Assemblée générale élective tenue hier à Libreville. Lariska, Lorma Mengi et Bertin Osaga nous font le point. Emery Mbina est le nouveau président de la Chambre nationale du bâtiment, des travaux publics et des métiers. Une organisation patronale qui a pour mission, entre autres, de plaider les causes de la PME gabonaise, négocier le règlement de la dette intérieure, mais aussi chercher les partenariats avec les chambres d'autres pays spécialisés dans les BTP. La négociation des marchés publics, l'organisation de la gestion de sous-traitance avec les majors. Depuis 6 ans d'existence, dont 4 ans sans bureau, la nouvelle équipe dirigeante de la CNBTPM aura pour défi majeur restaurer la confiance en la PME gabonaise auprès des ordonnateurs de crédit notamment. Les entrepreneurs au Gabon sont taxés de tous les mots, de tous les noms. Nous ne finissons pas les travaux. Nous n'allons pas au bout
de nos engagements. L'entrepreneur gabonais est celui qui ne fournit pas assez d'efforts pour le devenir de nos structures. C'est tous ces mots qu'il faut savoir taire. La Chambre nationale du bâtiment, des travaux publics et des métiers compte 50 entreprises. Le challenge de Mbina et son équipe s'annonce intense dans un climat économique difficile. Souvenez-vous, courant septembre 2015, le corps d'une dame séparée de sa tête a été retrouvé au quartier Pompidou dans le 1er arrondissement de Libreville. Son compagnon, l'accusé, depuis lors, a été jugé et écope d'une perpétuité. Retour sur cette session criminelle et les faits avec Stevie Oyanmezui et Gérard Magnagna. Les faits remontent en 2015. L'affaire avait heurté la sensibilité de la population. La tête décapitée d'une jeune femme retrouvée à la décharge de Mindoubé et son corps mutilé dans les caniveaux du quartier Pompidou. L'acte d'une rare barbarie avait été perpétré par Sieux Isaka Yoda, l'accusé de ce vendredi 6 mars 2020. Nous allons rester dans la qualification prévue par le nouveau code pénal. La peine, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'a présenté aucun moment un trouble lors de votre interrogatoire à la barre, Monsieur le Président. La colère. Mais la colère, ce n'est pas une circonstance atténuante, Monsieur le Président. L'on se maîtrise. Aucune circonstance atténuante pour le ministère public. Après une plaidoirie bien menée par le parquet, la Cour décide. Statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, disqualifie et requalifie le crime de meurtre et le délit de mutilation de cadavres initialement reproché à Yoda Isaka en celui de crime de meurtre avec acte de barbarie. L'en déclare coupable, en répression le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. L'avocat de l'accusé, conscient de la gravité du crime commis par son client et la violence dont il a fait montre, ne peut que respecter le verdict prononcé par la Cour. Nous avons assuré la défense de l'accusé avec les moyens de droit que nous avions. Eh bien, la Cour a décidé de suivre les réquisitions du ministère public. Voilà une peine qui doit faire école à certaines personnes qui s'illustrent dans les actes de barbarie et d'une violence très prononcée. Et pour la fin, allons dans le septentrion, lutte contre l'insalubrité à Oyem. Au moment où l'on célèbre la journée citoyenne, le directeur de l'usine d'exploitation de la Sobraga de la localité met la main à la pâte en offrant à la mairie un lot de matériel de nettoyage. Eugène Ekogaeono nous fait le point. Se soucier de la sauvegarde de l'environnement pour un bien-être des populations à l'actif de cette dotation. C'est d'accompagner la mairie dans le travail colossal qui est le sien et surtout par l'intermédiaire de son premier représentant, M. Abessolo Mengue, qui est quelqu'un qui nous a tout de suite sollicité dans ce sens. Et vous-même, au sein de nos entreprises, nous allons tous, pour ceux qui ne sont pas encore certifiés, vers la certification ISO 14001, qui est la certification environnementale. OIM est encore en préparation, l'usine d'OIM est en préparation pour un objectif à 2021, alors que les autres usines sont déjà certifiées. La salubrité est un indicateur de développement durable, une affaire de tous, au moment où le conseil municipal d'OIM a pris à bras le corps ce dossier. Encore merci. Sur les partenaires socio-économiques, vous ne lâchez pas. Nous, de même pour vous. Vraiment, encore merci. Vraiment, si je continue, passer la journée à vous remercier, c'est mon des mots. Vous savez, pas sous-estimer ces donations, parce qu'il se manque de la ville. Vous avez vu que ça commençait déjà à s'éclaircir. Au début, certains disaient, voilà, il ne peut pas. C'est qu'un début. Des efforts considérables qui doivent amener les populations à s'approprier le combat d'assainissement du cadre de vie qui est à leur avantage. C'est la fin de cette édition d'information, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi. Sachez que votre fidélité nous honore, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons fait le constat des inondations sur Libreville ce matin suite à cette pluie qui s'est abattue depuis dans la nuit. Résultat, des gros dégâts matériels enregistrés à travers la capitale.
Et puis la question de la réouverture des campus universitaires dans les universités publiques du Gabon. Jean de Dieu Moukani Iwangu, ministre de l'Enseignement supérieur, a répondu à la question lors d'une conférence de presse donnée récemment. Et nous avons également connu la sentence de Sir Isaka Yoda, condamné à la perpétuité suite à l'assassinat de sa compagne en 2015 avec Stevie Oyanmezu et Gérard Magnagna. Nous sommes revenus sur cette session criminelle et surtout sur les faits. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h. Rodolphe Mukambi Boma se faire le plaisir d'être chez vous, messieurs, dames. Je vous dis à demain, 20h.